Je n'ai jamais eu l'intention de me transformer en un antagoniste. Pourtant, il arrive un moment où l'on réalise qu'on a été exploité toute sa vie, et qu'on a seulement deux options, continuer à céder ou se libérer avec une force telle qu'elle terrifie tous ceux qui pensaient qu'on se soumettrait toujours. Je m'appelle Ethan, et on attendait de moi que je sois un fils obéissant, un fiancé docile et un frère aimant. Mais, jour après jour, j'ai appris à mes dépens que les imbéciles au cœur tendre se font piétiner. J'étais censé épouser Vanessa, une princesse raffinée habituée à ce que les hommes se prosternent à ses pieds. Nous étions ensemble depuis un peu moins de 2 ans, et bien que j'ai d'abord ignoré sa superficialité, j'aurais juré avoir aperçu des éclairs de sincère chaleur humaine. C'était avant la blessure au genou, avant que tout le monde ne m'abandonne comme si j'étais un meuble encombrant. Une déchirure du cartilage s'est avérée être une déchirure de mes illusions. Un unique acte de trahison pourrait être pardonnable. Mais que se passe-t-il quand il se multiplie? Quand la fiancée en qui vous avez confiance se lie à votre frère? Quand vos parents vous laissent croupir au sous-sol après une opération? Quand ils conspirent tous pour vous couvrir de honte, puis vous poursuivent en justice parce que vous refusez de continuer à payer pour un mariage? C'est une cruelle plaisanterie. J'imagine que c'est à ce moment-là qu'une graine de rage prend racine. J'ai passé des années à faire des sacrifices pour eux, et je n'ai reçu que de la tromperie en retour. Peut-être qu'un homme honnête se contenterait de partir, mais j'ai choisi la guerre. Et je ne prétendrai pas être le héros de ce récit. Tout a commencé avec mon opération du ligament croisé antérieur, 4 semaines avant le mariage. Je me suis déchiré le ligament en jouant un match de basket décontracté pendant le week-end. Un pivot malheureux, un craquement, et puis, vlan, des nerfs qui remontent le long de ma cuisse. Cette blessure m'a laissé boitant, dans une douleur humiliante. Mon père, David, a grogné que j'aurais dû faire plus attention. Ma mère, Harriet, a pris des rendez-vous avec des médecins, mais ne restait jamais plus qu'un « tu vas bien, mon chéri » superficiel. Vanessa a d'abord fait mine d'être inquiète. Elle souriait gentiment à l'hôpital, me caressait les cheveux et promettait de prendre soin de moi dans la maladie comme dans la santé. Mais dès que je suis rentré à la maison, elle a disparu dans une frénésie d'organisation du mariage, invariablement trop occupée pour me passer une poche de glace ou m'aider à monter les escaliers. Mon jeune frère, Eric, ne m'avait jamais particulièrement aimé, mais je croyais encore, bêtement, que la loyauté familiale l'emporterait sur les rancunes personnelles. Je me suis trompé. Ils ont tous affirmé qu'ils se relaient pour m'aider à me rétablir. Pourtant, le lendemain de ma sortie, ils sont partis pour un voyage de ski qu'ils avaient apparemment réservé des mois auparavant. Nous ne pouvons pas annuler maintenant, m'a informé Eric. Ce n'est pas remboursable. Tu es un adulte. Ainsi, je me suis retrouvé coincé dans le sous-sol de mes parents, le seul occupant d'une grande maison silencieuse. C'était la première véritable blessure. Ceux qui parlaient sans cesse de valeurs familiales n'avaient aucun scrupule à faillir à leurs devoirs. J'étais furieux, mais pas encore déterminé à me venger. J'ai simplement intériorisé ma colère, me disant qu'il finirait par se ressaisir. Je boitais avec mes béquilles, rationnant mes médicaments contre la douleur, me nourrissant de chips rassis et de restes de soupe que je pouvais réchauffer dans un micro-ondes tremblant. Quand j'ai envoyé un SMS à Vanessa, elle a répondu avec des excuses désinvoltes ou m'a informé qu'elle était occupée à goûter des centres de table avec Harriet. Pendant ce temps, elle publiait des photos de visites de spa glamour. Le message était d'une clarté cristalline. Mon rôle était d'être le fiancé invisible, guérissant tranquillement, finançant le mariage, et n'attendant jamais de réciprocité. La vérité sur Eric et Vanessa m'a pris par surprise, bien qu'elle n'aurait peut-être pas dû. Eric avait toujours aimé m'humilier, voler mes jouets d'enfance, se moquer de moi devant les proches et me rabaisser à chaque occasion. Vanessa, avec sa soif d'excitation, a trouvé en lui un projet parallèle parfait et tordu. J'ai appris la vérité 4 jours après le début de ma convalescence. Personne n'était venu me rendre visite, et aucun repas n'avait été livré, malgré leurs promesses solennelles. La promesse antérieure de mon père de couvrir tous les frais d'hôpital s'est avérée être un gâchis bureaucratique qu'il m'avait refilé. Ainsi, lorsque le voyage de ski s'est terminé et que la famille est rentrée à la maison, j'ai confronté Eric avec colère dans le salon, exigeant une raison à son absence. Il m'a dévisagé, les mains dans les poches, refusant d'offrir plus qu'un sourire narquois. « Je suis pauvre, Ethan. » Coincé sur le canapé, a-t-il dit. « Tu n'étais pas capable de te débrouiller seul pendant quelques jours ?» Pathétique. C'est alors que j'ai vu Vanessa émerger derrière lui dans l'embrasure de la porte. Elle portait sa veste, les joues rouges.
Elle l'a rapidement enlevé, essayant d'avoir l'air nonchalant, mais le mal était fait. Elle venait de sa chambre, les cheveux en bataille. Le sang a commencé à rugir dans mes oreilles. Expliquez-vous, ai-je sifflé. Vanessa a rejeté ses longs cheveux en arrière et m'a dévisagé. Ne me regarde pas comme ça, Ethan. Je ne te dois rien. J'ai avancé vers eux, prenant appui sur ma béquille, la douleur me brûlant le genou. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eric a ricané. Tu ne devines pas. Elle en a assez de tes jérémiades. Je suis plus amusant. Un instant, je suis resté bouche bée. Puis, j'ai bondi, m'appuyant sur ma béquille pour le plaquer contre le mur. Il a suffoqué, mais m'a rapidement repoussé. J'ai failli tomber. Mon père s'est précipité, me criant de me calmer, comme si j'étais l'agresseur pour vouloir une explication. Quelques secondes plus tard, Vanessa a élevé la voix. Nous annulons le mariage, Ethan. Tu es trop faible. C'est tout ce qu'il a fallu pour briser les illusions que notre relation avait une quelconque substance. Son regard froid m'a cloué sur place. J'étais devenu sans valeur à ses yeux, un candidat au mariage trop fragile à son goût, et Eric jubilait de mon choc. Mon père, David, était outré, mais pas par cette sordide affaire. Il était outré que je fasse une scène. La maison a éclaté en cris. Harriet a tenté de me faire taire, me disant de me calmer. David me lançait des regards noirs, voulant que je désamorce la tension pour ne pas embarrasser la famille. Personne n'a réprimandé Eric ou Vanessa pour m'avoir trahi. Au lieu de cela, ils s'inquiétaient des acomptes, des traiteurs et de l'image que cela donnerait si le mariage était annulé. Plus tard dans la nuit, j'ai confronté mes parents dans la cuisine. Mon genou me lançait. Mon esprit était assailli par des visions d'Eric et Vanessa dans mon lit. Vous vous concentrez sur l'argent du mariage, pas sur le fait que votre plus jeune fils a volé ma fiancée. Ma mère a reniflé, comme si j'étais théâtral. Nous avons payé très cher pour cette cérémonie, Ethan. Je l'ai fixé du regard. Vanessa me trompe. Pourquoi cela ne vous met-il pas en colère? Mon père a agité la main, d'un air méprisant. Eric insiste sur le fait que ce n'est pas ce que tu crois. Même si c'était le cas, tu ne peux pas simplement fuir tes obligations. Les familles normales gèrent ces problèmes en privé. Nous ne voulons pas de scandale. Un calme tordu s'est installé dans mon ventre. Leur froide indifférence a attisé quelque chose en moi. Vous voulez que je gère la situation? Très bien. Je les ai tous les deux fusillés du regard. Je vais m'en occuper à ma façon. Je les ai laissés deviner ce que cela signifiait, parce qu'à ce moment-là, je n'en étais pas sur moi-même. Tout ce que je savais, c'est qu'ils avaient choisi de se ranger du côté de l'enfant chéri et de préserver les convenances sociales plutôt que de soutenir le fils qui avait tout fait pour eux. Qu'il en soit ainsi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai découvert que tous les contrats de mariage au lieu, fleurs, traiteurs, photographes étaient à mon nom. Papa avait insisté pour que ce soit ainsi, me qualifiant de personne fiable. Cela s'est rapidement transformé en un levier. S'ils voulaient que je maintienne ces contrats à flot, ils avaient besoin que je signe les chèques finaux. Alors ils ont supplié, cajolé et menacé. Mon père m'a harcelé d'appels au sujet des pertes financières massives. Harriet s'inquiétait anxieusement des parents qui avaient commencé à réserver des vols. Pendant ce temps, Vanessa m'ignorait complètement, ne répondant à aucun SMS ou appel, sauf une fois. Elle a exigé que je signe les approbations finales pour sa composition florale de rêve, sinon elle me traînerait dans la boue. Elle a terminé cette conversation par un rictus glacial. Personne ne se rangera du côté du type qui n'est pas capable de satisfaire sa fiancée. Elle ne réalisait pas à quel point cette pique m'avait blessé, mais elle m'a aussi alimenté. J'ai commencé à explorer des moyens d'utiliser ces contrats comme une arme. S'ils voulaient que je continue avec un mariage qui était déjà une farce, je trouverais un moyen de le transformer en quelque chose qui les humilierait tous où les graines de la vengeance ont germé. Bien que le plan soit encore flou, j'ai appris qu'Eric se faufilait aussi dans le dos de Lucie, sa femme. Il était marié à Lucie depuis 1 an, bien que leur relation battait de l'aile. Maintenant, avec Vanessa dans le tableau, ce n'était qu'une question de temps avant que Lucie ne le découvre. Cette connaissance m'a donné plus d'angles potentiels à exploiter. J'ai décidé qu'il était temps de m'assurer que chaque vérité voit le jour. Les nuits sont devenues mon temps de complot. Mon genou s'est suffisamment amélioré pour que je puisse marcher sur de courtes distances sans la béquille. J'ai passé des heures à éplucher chaque email, SMS ou indice,
reconstituant un enregistrement complet de l'hypocrisie de ma famille. J'avais des reçus pour les acomptes de mariage. Des messages de Vanessa où elle exigeait que je continue à payer, sinon je ferais face à sa colère, et même des notes vocales cinglantes de ma mère me qualifiant de dramatique. J'ai tout sauvegardé. Qu'ils essaient de tordre l'histoire quand j'avais des preuves tangibles. Un après-midi, Lucie est venue à la maison sans prévenir. Elle cherchait Eric. La pauvre femme m'a demandé si je savais pourquoi son mari ignorait ses appels. Quand je lui ai parlé de sa liaison, elle s'est figée, incrédule. Je lui ai montré un SMS que j'avais subrepticement capturé sur le téléphone d'Eric. La preuve qu'il faisait entrer Vanessa en douce dans un hôtel près de la station de ski, alors que tout le monde allait réellement skier. Son visage a pâli, les larmes ont commencé à monter. Elle ne m'en a pas voulu. Au lieu de cela, elle m'a remercié d'avoir dit la vérité. Puis, elle a promis de me transférer toutes les captures d'écran pertinentes du téléphone secret d'Eric si elle en trouvait. Les alliés viennent d'endroits étranges. Quelques jours plus tard, Lucie a tenu sa promesse. Elle a découvert des chaînes de messages entières. Eric disant à Vanessa que j'étais inutile et une serpillière. Vanessa répondant que j'étais faible et qu'elle ne ressentait pas d'étincelles. Il y avait aussi des photos explicites. J'avais tout stocké sur un disque dur. Au moment où j'ai fini de rassembler mon arsenal, j'avais une montagne de preuves que mon frère et mon ex-fiancé s'appréciaient beaucoup. Que mes parents étaient au courant de quelque chose, mais faisaient semblant du contraire. Que le vernis de famille heureuse n'était qu'une façade. Pour une fois, j'ai souri à l'idée de la rétribution. Papa m'a convoqué au salon pour une discussion formelle. Harriet planait derrière lui, se tordant les mains manucurées. Eric était à l'écart, les bras croisés, le visage crispé par l'ennui. Vanessa était absente, probablement occupée à se vernir les ongles. Mon père s'est raclé la gorge. Ethan, il faut qu'on règle les questions financières du mariage. Vanessa prétend que tu refuses de signer des papiers cruciaux, a renchéri Eric avec un ricanement. Le lâche l'a puni parce qu'il ne supporte pas qu'elle ait trouvé mieux. Je les ai regardés tous les deux, laissant passer un moment. Puis, calmement, j'ai répondu, vous voulez que je signe? Parlons d'abord de trahison. Parlons de ta nouvelle petite amourette chérie, Eric. Il a levé les yeux au ciel. Passe à autre chose. Elle est à moi maintenant. Mon père a lancé un regard d'avertissement à Eric. Ne sois pas grossier, Ethan. Je comprends que tu sois contrarié, mais il faut être pragmatique. On a investi des milliers. On ne peut pas se permettre de perdre ses acomptes. La date est fixée. Les gens vont bientôt arriver. J'ai acquiescé. Donc, votre priorité, c'est l'argent et les apparences. Tu fais partie de cette famille, a coupé ma mère avec impatience. On ne peut pas te laisser tout gâcher. Garde tes problèmes personnels avec Eric pour toi. Trouvons une solution civilisée. Je me suis frotté le menton, feignant d'être d'accord. Très bien, faisons ça. Je signerai tous les contrats, je finaliserai les détails du mariage, mais à une seule condition. Les yeux de mon père brillaient d'espoir. Laquelle? Je me suis penché en avant. Je veux des excuses publiques d'Eric et de Vanessa devant toute la famille. Un aveu complet qu'ils m'ont humilié. Ensuite, je veux qu'ils me remboursent mes frais d'hôpital que papa avait dit qu'il prendrait en charge, mais qu'il n'a jamais fait. Si ces choses se produisent, je vous garantis un mariage parfait. Les lèvres d'Eric se sont retroussées. Tu es fou. Le visage de mon père a rougi. Eric n'a pas à s'excuser pour ton ego fragile. J'ai haussé les épaules. Alors, je ne signe pas absorber les pertes ou trouver un nouveau marié. Bonne chance pour expliquer ça aux voisins. Ils sont restés bouche bée, stupéfaits par mon arrogance tranquille. Harriet a tenté de me culpabiliser avec des yeux larmoyants. Nous sommes tes parents. Ne nous fais pas ça, ai-je rétorqué. Vous m'avez laissé seul avec un genou cassé pour aller skier. Vous avez laissé votre enfant chéri baiser ma fiancée. Maintenant, vous voulez que je cède? Non. Vous faites comme je dis ou vous regardez tout brûler. Silence. La mâchoire de mon père s'est serrée. Les narines d'Eric se sont dilatées. Puis, mon père a sifflé, nous n'avons pas d'autre choix que de faire monter la pression, Ethan. Mon sourire était de glace pure. Allez-y. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Plus tard dans la semaine,
Vanessa est réapparue après une absence notable. Elle m'a coincé dans le jardin, les bras croisés sous sa poitrine, le menton incliné selon l'angle supérieur qu'elle affectionnait. Il faut que tu finalises avec le fleuriste, sinon il n'y aura pas de centre de table. Ne fais pas ta gamine. Je l'ai étudié. Tu m'as trompé avec mon frère. Et vous m'avez tous laissé tomber après mon opération. Maintenant, tu veux que je te rende service? Elle a tenté la routine des larmes de crocodile, laissant son mascara scintiller. Écoute, j'ai fait une erreur. Tu te plaignais toujours de ton genou. Il n'y avait plus de passion entre nous. Eric m'a offert une échappatoire, mais il s'avère maintenant compliqué. Occupons-nous du mariage qui a été prévu. On pourra se séparer discrètement après. Un petit rire m'a échappé. Alors tu veux que je me tienne à l'hôtel à côté de toi comme un marié fantoche juste pour préserver ta réputation? Et ensuite, on divorcera discrètement une fois le spectacle terminé. Ses joues ont brûlé. On épargnerait à la famille la honte. Tout le monde garderait son argent. Tu auras l'air magnanime. Et qui sait, tu pourrais même repartir avec la moitié des cadeaux. Elle s'est approchée, baissant la voix. Si tu gâches tout, ton père fera en sorte que tu le regrettes. Tu sais qu'il a des relations. J'ai lâché un rire siffleur. Des menaces. Que c'est mignon. Elle a essayé de garder son calme, mais j'ai aperçu un tremblement sur sa lèvre. Écoute, j'en ai marre de ce drame, Ethan. Fais juste ce qu'on te dit. On ne te dérangera plus après. J'ai levé un sourcil. Tu crois pouvoir m'empêcher de déchaîner la vérité? Toi et Eric n'avez aucune honte. Mais je ferai ce que je veux, Vanessa. Maintenant, sors de chez moi. Son assurance a vacillé. Elle m'a regardé comme si elle n'était pas sûre de qui j'étais devenu, puis s'est retournée et est partie. Une vague de sombres délices m'a parcouru. Je ne l'avais jamais confrontée aussi directement. Peut-être que j'en avais fini d'être le paillasson de la famille. Lucie est devenue une amie improbable. Elle et moi nous sommes lamentés d'avoir été trompés par les mêmes deux serpents. Elle était furieuse, déterminée à divorcer d'Eric, mais avait besoin de preuves pour protéger ses finances. J'ai joyeusement fourni chaque élément de preuve numérique. En échange, elle m'a offert des conseils juridiques. Son cousin était avocat. Ce cousin m'a présenté Marjorie, une avocate pleine de ressources, spécialisée dans les litiges familiaux et le droit des contrats. Parfait. Marjorie a écouté mon histoire en fronçant les sourcils. Ton père et le père de Vanessa pourraient intenter un procès pour rupture de contrat si tu refuses de finaliser le mariage. La question est de savoir s'ils ont réellement un accord juridiquement contraignant, ou s'il ne s'agit que de formulaires de dépôt à mon nom. J'ai haussé les épaules. Tous les reçus officiels sont à mon nom, mais ils ont avancé l'argent. Ils pourraient prétendre que je dois mener l'événement à son terme ou les rembourser. Marjorie a souri narquoisement. J'ai déjà vu des parents vengeurs essayer. Généralement, ça échoue. Ils ne peuvent pas te forcer à te marier. Au pire, tu pourrais leur devoir une partie des acomptes s'ils prouvent que tu as sciemment gaspillé des fonds. Mais si tu as des preuves qu'ils ont commis une fraude ou une trahison, cela affaiblira leurs prétentions. Tu peux aussi contre-attaquer pour détresse émotionnelle. Entendre sa confiance m'a donné un nouvel élan. Nous avons discuté de la possibilité de transformer le jour du mariage en spectacle, en les laissant essayer de tenir la cérémonie, mais en exposant publiquement tous leurs crimes. Marjorie a appelé ça la terre brûlée. Cette expression a allumé une étincelle dans ma poitrine. J'en avais fini de sauver la face à des traîtres. Bien sûr, un huissier de justice a fini par frapper à ma porte, me remettant une épaisse liasse de documents. Les plaignants, David, mon père, Harriet, ma mère et Norman, le père de Vanessa. La cause? Rupture de contrat, dommages financiers, détresse émotionnelle, atteinte à la réputation, ont-ils argué. J'avais promis d'honorer un mariage, engageant des frais, mais je refusais par dépit. Vraiment une famille de vipères, a commenté Marjorie en feuilletant les documents. Ils n'ont même pas pu attendre une conversation. C'est très bien, ai-je répondu. Qu'ils viennent à moi. Je les verrai au tribunal. Et quand ce jour arrivera, j'apporterai chaque pièce de chantage que j'ai amassée. Elle a acquiescé. Sois prêt à ce qu'ils deviennent méchants. Ils pourraient déformer la situation pour te dépeindre comme instable. J'ai pensé à la voix froide et condescendante de mon père. Instable? J'ai des reçus qui prouvent qui est vraiment dépravé.
Mon téléphone a explosé d'appels de la famille élargie, beaucoup me grondant pour manquer de respect à tes pauvres parents et abandonner Vanessa. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles j'avais perdu la tête, que je refusais d'aider au mariage parce que j'étais devenu accro aux analgésiques, que j'avais proféré des menaces de violence ou des mensonges s'empilaient sur des mensonges que je n'ai ni confirmés ni démentis. Je voulais qu'il se tortille. Un jour, Harriet m'a coincé près de l'allée, le désespoir gravé sur son visage. Arrête ça, Ethan. Retire ta contre-plainte. Nous pouvons tout gérer discrètement. J'ai souri avec suffisance. Retrait? Je n'ai même pas encore lâché les plus grosses bombes. Elle a pâli. Tu n'oserais pas. Si les voisins apprennent à quel point nous sommes dysfonctionnels, les jeux interrompus, ils s'y habitueront. Toi et père avez eu des années pour faire ce qu'il fallait. Au lieu de ça, vous avez choyé Eric et laissé Vanessa me piétiner. Elle a tenté de pleurer. Nous n'avons jamais voulu que tu sois blessé. C'est juste arrivé. C'est juste arrivé? Une colère brûlante m'a envahi la poitrine. Vous m'avez laissé sur un canapé avec un ligament croisé antérieur déchiré pour aller skier avec vos enfants chéris. Ensuite, quand j'ai découvert qu'Eric baisait ma fiancée, vous m'avez dit de me taire. J'en ai fini de vous couvrir. Elle a entrouvert les lèvres, cherchant ces mots, mais je me suis détourné, la laissant réaliser la gravité de ma nouvelle position. Je me fichais qu'elle pleure ou menace. J'avais goûté au pouvoir de leur dire non, et j'avais l'intention de continuer à m'en délecter. Eric est venu renifler autour de moi peu de temps après, craignant apparemment que je ne divulgue tout ce que je savais. On peut régler ça en privé, m'a-t-il dit dans le garage, la voix rauque de tension. Je te donnerai même de l'argent pour faire taire tout ça si tu veux. J'ai raillé. Tu crois que je suis aussi bon marché? Il a serré la mâchoire. J'essaie d'empêcher Lucie de devenir nucléaire, et Vanessa panique à l'idée d'une mauvaise presse. Si tu sabotes le mariage, les deux familles perdent. On sera tous la risée. Plantant mes ongles contre la poignée métallique de ma béquille, je lui ai lancé un regard venimeux. Tu l'as saboté toi-même quand tu l'as emmené au lit. Mais laissez-moi deviner. Vanessa n'est plus si attirante maintenant que tu vois le chaos, n'est-ce pas? Il s'est hérissé. On couchait ensemble pour le plaisir. Maintenant, tout le monde est malheureux. Le plaisir, hein? Je me suis détourné. Je vais te dire quoi. Témoigne contre père dans le procès. Avoue qu'il et Norman m'ont forcé à continuer à payer pour un faux mariage. Alors peut-être que je ne partagerai pas tes petits textos explicites avec l'avocat de Lucie. Ni les photos, ni la chronologie de toute votre liaison. Ses yeux ont trahi la panique. C'est du chantage. J'ai esquissé un sourire sans joie. Appelle ça un moyen de pression. Tu me donnes l'impression d'être un homme prêt à tout pour te protéger. Alors fais-le. Je t'attends. Il m'a insulté entre ses dents, mais une lueur lâche a scintillé dans ses yeux. Il n'avait jamais été du genre à affronter les conséquences. Maintenant, il se noyait dedans. J'ai savouré son désespoir. Vanessa m'a pris en embuscade dans le couloir le lendemain. J'ai pu sentir son parfum de vanille avant de la voir. Elle m'a barré la route, les bras croisés, les lèvres serrées. Eric se refroidit envers moi, sifflait-elle. Il me reproche d'avoir remué toute cette histoire. Quelle surprise, dis-je, d'un ton monocorde. Ses yeux pétillèrent de frustration. Arrête ton numéro de suffisance. Où as-tu pris l'idée que tu pouvais nous écraser? Tu as toujours été le discret. Je la fixai d'un regard vide. J'ai appris de toi et d'Eric comment piétiner les autres. Considère ça comme un cadeau de tes supérieurs. Elle serra les poings. Cette affaire ne doit pas aller au tribunal. Tu sais à quel point ce sera humiliant? Je vais tout perdre. Tu aurais dû y penser avant de fricoter avec mon propre frère. Tu m'as humilié. Alors prépare-toi à la riposte. Elle empoigna ma manche, sa voix tombant à un murmure tremblant. On fait tous des bêtises quand on s'ennuie, Ethan. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Ne laisse pas ta colère ruiner ton avenir. Nous pouvons discuter d'un arrangement. Mon père est blindé. Il te paierait pour te faire taire. Je me dégageai d'un coup sec. Va te faire voir avec ton argent du silence. Je préfère te voir te tortiller au tribunal. Elle cracha une injure, les larmes menaçant de couler. Pathétique. Autrefois, j'aurais ressenti de la pitié.
Maintenant, je voyais juste une autre manipulatrice récolter les fruits de sa propre trahison. Étrangement, au milieu de toute cette agitation, une alliée inattendue fit surface, ma cousine aînée, Naomi. Elle avait toujours été le mouton noir pour avoir refusé de suivre les règles superficielles de la famille. Ayant entendu parler du fiasco par des proches bavards, Naomi prit contact, proposant son logement locatif vacant comme refuge sûr. Si je voulais quitter la maison de mes parents, j'acceptais sans hésiter. Clopinant avec ma genouillère, j'emballais l'essentiel dans des cartons. Mes parents observaient avec une désapprobation froide. Harriet cria, « Où crois-tu aller ?»« N'importe où sauf ici, » répondis-je. « À moins que vous ne vouliez m'enchaîner au sous-sol. » Elle resta bouche bée, et je sortis de la maison, ignorant la douleur sourde dans mon genou. Un sentiment de libération palpita dans mon ventre. Dans la location de Naomi, je trouvai un appartement d'une chambre modeste mais propre. Enfin. Plus besoin d'entendre les pas d'Éric au-dessus de ma tête ou de voir ce sourire suffisant. Plus de leçons de morale de maman ou papa sur l'unité familiale. Mon exode était la première étape pour reconquérir ma souveraineté. Quelques jours plus tard, papa exigea que je revienne, probablement pour me surveiller. Je lui dis de profiter du calme. J'avais de meilleures utilisations pour mon énergie. Il menaça de me couper les vivres. Je lui ris au nez, lui rappelant que je n'avais jamais vu un seul centime de lui, sauf ses pots de vin manipulateurs. Puis je raccrochai. Avec les conseils de Marjorie, je déposai une plainte reconventionnelle, invoquant la détresse émotionnelle, la rupture de promesses et l'infliction intentionnelle de souffrances mentales. Bien que certains puissent trouver cela mesquin, cela intensifia la guerre exactement comme je le souhaitais. J'ai émaillé ma plainte de transcription des textos d'Éric, des messages vocaux moqueurs de Vanessa, des demandes d'indemnisation non payées, et même des détails de mon abandon post-opératoire. La nouvelle se répandit parmi les proches. Certains me traitèrent de monstre pour avoir traîné le nom de la famille dans la boue. D'autres admiraient discrètement mon courage. Harriet essaya de me téléphoner en larmes à nouveau, déplorant la façon dont je punissais tout le monde. Je lui dis de vérifier la définition de « punition » dans le dictionnaire et de voir si elle correspondait à « conséquences méritées ». Pendant ce temps, David et Norman rageaient contre l'effondrement financier. L'annulation du mariage engendrait des factures. Les invités n'arrêtaient pas de demander si la cérémonie était toujours d'actualité. Je refusais de leur offrir une porte de sortie honorable, qu'ils se débrouillent. C'était ma vengeance pour les nuits où j'ai saigné en silence sur ce canapé du sous-sol. Un après-midi, je sortais en boitant de mon nouvel appartement pour faire des courses quand mon père se gara devant dans son SUV. Il en sortit d'un bond, la veste de costume flottant, le visage rouge. « Pourquoi fais-tu ça » aboya-t-il alors que quelques badauds ralentissaient pour regarder. J'inclinai la tête. « Faire quoi ? Me défendre ?» Il s'avança vers moi, les poings serrés. « Nous sommes tes parents. Nous avons subvenu à tes besoins. Tu nous humilies en public. Tu n'as aucune honte ?» Je rétorquai, où était cet amour parental quand j'avais besoin d'aide après l'opération ? Vous m'avez laissé mourir de faim, et vous pensez pouvoir me donner des leçons de loyauté ? Il cracha sur le trottoir. Je vais t'enterrer sous des frais juridiques. Nous avons des ressources. Tu ne peux pas gagner contre nous. Essayez, dis-je. J'ai plus d'un tour dans mon sac, et je me fiche de ce que je perds tant que je vous fais tous tomber avec moi. Nous nous dévisageâmes. Une brise agita les arbres, portant le murmure des voisins curieux. Finalement, il remonta en trombe dans sa voiture et démarra en rugissant. Qu'il mijote dans la panique. Mon père détestait perdre le contrôle. Maintenant, c'était moi qui contrôlais le récit. Cette même semaine, Éric se présenta à la location de Naomi sans y être invité. Je sortis pour le trouver arpentant le trottoir, le visage hagard. « Frère, écoute-moi juste, dit-il, la voix brisée. Tout est un gâchis. Lucie divorce de moi. Papa perd la tête. La crise de nerfs de Vanessa effraie tout le monde. Je ne veux même plus d'elle. Je le toisais de haut en bas. Oh, lassé du jouet que tu m'as volé. » Il baissa les yeux. « Je suis désolé, d'accord ? Je ne suis pas doué pour les excuses, mais j'ai merdé. » Vanessa était excitante. Lucie m'ennuyait. C'est arrivé comme ça, mais on peut arranger ça. On est du même sang. Mes entrailles étaient agitées par de vieilles rancunes.
On était de la même famille seulement quand tu avais besoin d'un bouc émissaire. Ou quand tu n'arrives pas à gérer tes propres conneries? Fiche le camp. Attends. Il m'a attrapé le bras alors que j'essayais de passer. Aide-moi à gérer papa. Il perd la tête à cause du procès. Signe simplement qu'on va régler ça à l'amiable. Je te soutiendrai. On dira que tu n'étais pas en faute. Son désespoir était pitoyable. Et en quoi ça m'aide exactement? Il a levé les mains au ciel. Tu n'auras pas à faire face à un procès public. Les gens parleront de nous pendant des années. Faisons profil bas. Tu peux retirer ta demande reconventionnelle. Papa retirera la sienne, et on s'arrangera pour les finances. Je l'ai dévisagé lentement. Non. Je veux le fiasco public. Je veux que tout le monde entende précisément ce que vous avez fait, Vanessa et toi. Puis, je veux qu'il voie la tête de papa dans les journaux. Un père qui a poursuivi son propre fils en convalescence pour protéger un mariage sans valeur. C'est le prix à payer, il a juré, les yeux remplis de larmes de colère. T'es complètement dingue. Je l'ai dépassé en le frôlant. Habitue-toi. Une semaine plus tard, Vanessa m'a trouvé après ma séance de kinésithérapie. Elle était perchée sur le capot de sa Lexus blanche, les bras croisés, et m'attendait sur le parking de la clinique. Le soleil de midi soulignait la fureur dans ses yeux. Tu me détruis, a-t-elle dit dès que je me suis approché. Va te faire foutre, ai-je répondu doucement. Elle a serré la mâchoire. Tu veux me voir souffrir? Très bien, mais tu souffriras aussi. J'ai entendu dire par Harriet que tu boitais encore. Tu seras toujours un homme à moitié, en quelque sorte. J'ai haussé les épaules. Un homme à moitié qui peut quand même détruire ta vie. Elle a sauté du capot, se rapprochant suffisamment pour que je sente à nouveau son parfum. J'allais t'épouser. Tu étais une valeur sûre, mais tu m'ennuyais. J'avais besoin d'émotions fortes. Ne fais pas comme si tu n'avais pas perdu tout intérêt. Maintenant, tu veux tout brûler juste pour me faire enrager. J'ai croisé son regard. Oui, parce que tu m'as méprisé quand j'étais au plus bas. Personne ne m'humilie comme ça et sentir indemne. Elle a laissé échapper un rire tremblant. Je n'arrive pas à croire que le fiancé doux et empressé que j'ai connu a disparu. Qu'est-ce que tu es devenu? Tout ce qu'il faut, ai-je répondu. Toi et toute ma soi-disant famille allaient apprendre ce que c'est que d'implorer pitié. Son masque s'est fissuré. Je n'ai plus personne maintenant. Eric est devenu froid. Lucie veut ma mort. Harriet agit comme si j'étais un cancer. Papa est furieux contre moi. Je suis au bord du gouffre. C'est toi qui as fait ça. Rendez-vous au tribunal. Elle a crié après moi alors que je partais, quelque chose à propos de mon absence d'âme, que je mourrais seul. J'ai accueilli ces imprécations comme une douce berceuse. Finalement, le jour est arrivé, le procès de mon père contre moi, plus ma demande reconventionnelle. La petite salle d'audience vibrait de tension. Dans la galerie, étaient assis Harriet, Norman et quelques membres de la famille éparpillés. Eric traînait près du fond, le visage pâle. Vanessa était absente. La rumeur disait qu'elle avait fait une dépression et refusait de comparaître, terrifiée par la honte publique. L'avocat de papa a plaidé que j'avais sciemment saboté un contrat de mariage, que j'étais instable, et a accusé la fiancée et le frère de fautes imaginaires. Ils ont essayé de me dépeindre comme un paranoïaque. Ils exigeaient que je les rembourse pour les acomptes perdus, la détresse émotionnelle et les dommages à leur position sociale. Marjorie a répondu avec une précision brutale. Elle a présenté des dizaines de SMS d'Eric à Vanessa faisant référence à leur liaison. Elle a révélé les tentatives répétées de mon père pour me contraindre à me marier, pour les apparences. Elle a lu les notes vocales d'Harriet où maman se moquait de moi parce que je voulais une aide de base après l'opération. Elle a inclus la déclaration sous serment de Lucie au sujet de l'adultère d'Eric. Puis, elle a martelé la chronologie de la façon dont ils m'ont laissé seul, ignorant mon état de santé, tout ça pour profiter d'un voyage au ski pendant que ma fiancée et mon frère partageaient un lit. La foule était silencieuse comme une tombe quand la juge, une femme âgée au regard sévère, a regardé papa. Il était blanc comme un linge. Elle a demandé, « Vous affirmez donc que votre fils a inventé ces messages ?» Papa a bégayé. Il pourrait être trafiqué. Nous n'en sommes pas sûrs. Mais Lucie était là, assermentée. Elle a témoigné. Tout était réel. Elle avait le téléphone d'origine.
Elle a confirmé qu'Eric avait quitté le chalet de ski plus tôt, rejoignant Vanessa dans une auberge voisine. Les allégations de mon père se sont effondrées comme un château de cartes. La juge a rejeté leur plainte avec interdiction de la représenter, la qualifiant d'abus de procédure scandaleux. Elle a ouvertement réprimandé mon père pour avoir tenté de forcer un mariage afin de récupérer les acomptes. Puis, elle s'est tournée vers moi, m'accordant une somme modeste pour couvrir mes frais juridiques et une indemnisation partielle pour préjudice moral. Rien d'astronomique, mais l'humiliation publique était inestimable. L'expression de papa était un choc pur. Harriet a enfoui son visage dans ses mains. Eric s'est affalé, tremblant. Norman est sorti en trombe, en jurant contre l'argent gaspillé. C'était fini. Ils ont perdu non seulement le procès, mais aussi le vernis brillant d'une famille intacte et respectable. La nouvelle s'est répandue rapidement dans nos cercles sociaux. Mon père a récolté l'humiliation qu'il craignait. Harriet a tenté de répandre l'histoire que j'étais instable mentalement, mais les preuves étaient trop accablantes. Des membres éloignés de la famille qui les adoraient autrefois ont commencé à murmurer au sujet de la cruauté qu'ils m'avaient infligée. Eric s'est replié dans un appartement miteux après que la demande de divorce de Lucie l'ait frappé de plein fouet avec des exigences de pension alimentaire. Vanessa s'est évanouie dans une institution dont on murmurait l'existence, peut-être pour une dépression ou une cure de repos, bien que je n'ai pas pu le confirmer. Norman a payé des frais d'annulation monstrueux pour le mariage. Harriet et David ont été confrontés à l'ostracisme social de la part de leur groupe de country club. On disait que leur maison était sur le point d'être mise en vente pour couvrir les frais juridiques. Quant à moi, j'ai utilisé les fonds qui m'avaient été attribués pour poursuivre ma thérapie physique et louer un meilleur logement. Naomi est restée un soutien indéfectible. Lucie et moi nous sommes séparés à l'amiable, chacune soulagée de rompre avec ce cercle vicieux. Ai-je jamais ressenti de la culpabilité d'avoir brisé ma famille? Parfois, légèrement. Puis je me suis souvenu qu'il m'avait laissé handicapé dans un sous-sol, qu'il se fréquentait dans mon dos et qu'il m'avait craché au visage. Cette culpabilité passagère s'est vite dissipée. Det tror jeg. Hvad mener du, Liva? Top 10 på The Times Hottest Men Alive. Christine, siger du, at jeg er mod en kvinde lige nu? Hallo? Du er da hernederen. Håber jeg positivt, ikke sammenlignet med nogen. Okay, tak. Tak fordi du siger, at jeg er den smukkeste imod ingen andre. Har der bare herre dårlig hukommelse, Liva. Der er forskel. Hvorfor står der en uld der? Mænd kan sgu da ikke gå over på den måde. Kan de ikke det? Selvfølgelig kan de det. For satan. Det tror jeg så skub på, de kan. Ja. Altså, man sagde førhen i tiden, der sagde man jo, at kvinder ikke kunne have ADHD, og lige pludselig, der er fandme mange kvinder, der har ADHD. Ja, det er der. Så... Kvinder altså, kan alt, som mænd kan, og mænd kan alt, som kvinder kan. Næsten. Har du en båd? Nej, det er vel næsten nemmest ikke at dræbe dem med båd, er det ikke det, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved det heller ikke. Vi nakker Enderman først, ikke? Jo, det føler jeg lidt. Vi gør det. Der er lige en Enderman herovre. Ja. Kom lige med mig. Men så hvad så? Nej. Hallo? Eller så skal man bare blokke sig ind under noget, og så kigge på den. Ja, det kan vi også. Lad os lige nakke nogle af de træer her. Så kan vi bakke rundt om den. Jeg begynder at bygge os ind her. Ja. Du kan bare bygge over dig, jo. Ja, men jeg skal være sikker på, at vi også... Der ikke kommer en nedefra eller en lort der. Hvordan har jeg kun fået 4? Jeg føler, jeg har hakket 14. Okay, whatever. Jamen, det er sikkert, fordi jeg har taget det op eller et eller andet. Det går. Whoops. Sådan der, så nu kan vi bare kigge. Jeg er ret sikker på. Yes. Så, men jeg tror, vi skal passe på med at kigge på dem, der er under os, fordi jeg ved ikke, om de kan finde ud af at hoppe op. Tonight. Godt mærke, det her det bliver en options. Music and sound. Ja, skru ned. Hele lortet ned. Mænd kan godt blive til kvinder, men kvinder kan ikke blive til mænd. Wow! No. Alle kvinder fejler noget, det handler bare om at finde ud af, hvad de fejler. What? Er det Jimmy Sørensen, jeg har i min chat lige nu, eller hvad fanden sker der? Må jeg godt spørge, hvorfor det er, vi bygger den her på kanten af en blå biome, så sådan lige ved en rød? Og ikke sådan en midt i den blå? Det er fremragende spørgsmålstegn. Der er en. Jeg har en mere. Ja. Jeg tror her.
Nej, der er en piglin. Jeg finder en tredje. Vent. Skjold. Bare skjold frem. Ja, skjold frem her. Er du klar? Når han skyder, så jeg bygger her. Jamen, vi kan jo bare nakke ham, jo. Men jeg kan nakke ham. Jeg står bare og blokker. Nak Enderman, og så tager vi ham. Jeg blokker bare imens. Nå, nu skyder han dig, tror jeg. Okay, han død. Fint. Han død. Fornøjelse. Ja. Jeg har Enderman her. Ja. Right. Jeg føler lidt, det var unødvendig risk. Oh! Er der nogen, der på os? Jeg tror lige, vi skal have en række mere blocks der. Yes, nu skal vi bare lige hurtigt nok ham her først. Ja, jeg står lige inde i midten nu. Jeg tror, det er mig, han er sur på. Jesus. Bare lige sådan her. Yes. Det tror jeg er en god idé, det der. Fy for helvede. Husk at skifte til guldsko. Nå ja, god lyd. Hej Jonas, jeg har lige spillet mod Palle. Tak, Lea. What? Mandets krig. Okay, tak. Det var ikke så godt, Palle. Hvad fanden sker der, mand? 1700 games. 1100 games. Du sidder også og spiller med en smurf, jo. Der er en på vej her. Ej, okay, det gør du måske ikke. 5. Ej, okay, det gør det ikke. Never mind. Det er bare en ny person. Det skal jo være en ny person, det her. Okay, hvor mange pearls har du? Du med en smurf hernede. Du sidder og spiller med en, der har 15 matches, 23 QDA. Altså, du har en smurf hernede. $6.000 kampe, level 7, hold da kæft, mand. Det er sgu kriminelt, det mener jeg sgu. Der er en sur Enderman et eller andet sted, jeg er ret sikker på. Jeg ved ikke, hvor fanden han er henne. Okay, jeg skruer lige op for lyden her, 2 sekunder. Eller der skulle gerne... Nice, nu det er godt at høre. Der skulle gerne være 2. Jeg kan godt se Enderman. Altså, kan vi ikke hurtigt æde op her? Jo. Ja, der er en, der er sur et eller andet sted. Jeg tror, han er under os. Sådan noget under den her bakke. Ja, han er hernede under. Det er rigtig nok. Han er der.